Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly. Bonjour. Bonjour. Vous avez dû regarder, j'imagine, le meeting hier de Valérie Pécresse. Mhm. Vous en avez pensé quoi? Premier grand meeting à Paris, la campagne patine un petit peu, les sondages sont un peu étals. Pourtant, post-congrès, il y avait tout un souffle, un mouvement. Est-ce qu'elle a ou pas, selon vous, est-ce qu'elle a fendu l'armure? Est-ce qu'elle a l'étoffe d'une présidente? Écoutez, je pense que c'est difficile de porter un jugement sur un meeting, un premier meeting. On le sait tous, voilà, dans une campagne, quelle qu'elle soit, il y a un tour de chauffe. Il y a un moment où il faut se sentir et sentir ses arguments. Voilà. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de densité, une forme de dispersion, des éléments de forme. Trop de propositions? Je crois, en tous les cas, beaucoup de choses qui rend un peu compliqué cette idée de dire, voilà, quel est le fait saillant, quel est le truc, quoi, quel est le marqueur, le marqueur fort de sa campagne. Voilà, je pense qu'elle devra le travailler, le préciser dans les jours à venir. Nicolas Sarkozy, en son temps, avait travaillé plus pour gagner plus. On avait quoi chez François Hollande? On avait la taxe à 75% sur les salaires supérieurs, je crois, à 1 million d'euros. La taxe d'habitation, supprimée pour Emmanuel Macron. Il y a quoi, là, chez Valérie Pécresse aujourd'hui? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, je n'ai pas pris position. Je n'ai pas pris position encore, donc j'étais observateur. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est cette idée de clé de voûte territoriale, là où les gens vivent, s'intéresser à là où les gens vivent. C'est l'exemple d'un projet ou d'un élément qui était plutôt dans son discours d'hier, mais il était clairsemé. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher des petits morceaux partout pour reconstituer une unité. Et c'est un peu, je pense, son problème. C'est-à-dire qu'elle a ramené beaucoup d'éléments un peu dits de catalogue dans le projet, mais l'élément saillant mérite encore, mon point de vue, d'être mis en avant. Il manque un marqueur fort? Il manque, je crois, aujourd'hui un marqueur. Mais vous voyez, ce qui est bizarre dans cette campagne, c'est qu'on n'a pas les marqueurs de Macron, qui va probablement avoir des marqueurs, mais lesquels sont-ils? On connaît à peu près le marqueur de Zemmour, on connaît le marqueur de Mélenchon, mais voilà, ce grand pôle de partis de gouvernement ou d'acteurs de gouvernement, ni l'un ni l'autre n'ont dévoilé leurs marqueurs. Et je pense que ça pousse les Français vers des marqueurs plus radicaux, parce qu'il y a une forme d'absolu qu'il faut avoir dans des marqueurs pour Macron comme pour Pécresse demain. Je sais que c'est difficile de vous prononcer parce que, encore une fois, vous réfléchissez manifestement, mais c'est sur sa performance parce que, même si c'est qu'un premier tour de chauffe et vous avez raison de le souligner, il y a chez Christian Jacob, le patron des Républicains, qui dit ouais, c'est solide, c'est déterminé. Évidemment, chez la concurrence, ça sonne faux et creux chez Guillaume Pelletier pour Zemmour. La réalité est au milieu? Écoutez, je pense que, encore une fois, c'est très compliqué de juger sur une performance. Un meeting, c'est d'abord, me semble-t-il, pour chauffer ses troupes. Bon, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à la sortie, l'opération a plutôt marché. Ensuite, il faut amorcer ce dialogue avec les Français. Et c'est un peu le problème des primaires. C'est que le problème des primaires, il vous construit à l'intérieur d'un parti. Et à un moment, il faut s'extraire de ça pour parler à tous les Français. Et parler à 100 000 électeurs dans une primaire n'a rien à voir avec parler à 40 millions d'électeurs potentiels demain. Et je pense que cette bascule, cette mue, cette transformation, elle frotte, elle est compliquée. Et les candidats qui n'ont pas à passer par une case primaire, vous avez vu que les Zemmour, ils vont direct sur la rencontre avec les Français. Donc la sortie de ces phases primaires qui sont, vous voyez, très mauvaises phases. Moi, je suis contre ce système de primaires. Comment on fait pour choisir un candidat? Je crois que pendant des années, on a choisi des candidats sans avoir besoin des primaires. Parce que justement, un candidat, il s'impose dans le débat. Oui, mais si c'était imposé aussi, peut-être que il s'impose dans un moment de tension qui a existé à chaque fois et qui a existé dans tous les partis. Et puis il y a un moment qui prend le lead. Et quand il prend le lead, il arrive dans cette phase de campagne à 2 ou 3 mois des élections. Il a une dynamique personnelle qui est extrêmement forte. Là, il faut la fabriquer. Et c'est à mon avis ce qui est difficile dans l'exercice. Sur les idées, notamment économiques, conversion des RTT en salaire, défiscalisation des heures supplémentaires, ça nous rappelle des souvenirs. Équilibre des comptes publics, sur tout ça, vous la suivez, Valérie Pécresse? Oui, de toute façon, là, on a un énorme problème sur les comptes publics, parce que ce qu'elle a expliqué... Mais personne n'en parle, pardon, Jean-Christophe Fromentin, dans cette campagne. Alors, elle a un peu parlé d'un élément qui est au bout de la chaîne, c'est la compétitivité par les perspectives d'arriver probablement dans les mois à venir à 100 milliards de déficit commercial. Si on fait le rétro-planning ou le rétro-pédalage de cette contre-performance, c'est que pèse sur notre économie des prélèvements obligatoires énormes, une dépense publique énorme, et que les entreprises, elles ont un manque de compétitivité prix, et elles ont en plus
un défaut de compétitivité hors prix, parce que à la fois l'investissement est plus faible, et puis la territorialité de l'économie, c'est-à-dire nos avantages comparatifs, ne sont moins mis en avant dans cette équation économique. Donc, de toute façon, tout passe par cette idée de moins faire peser à la fois sur les ménages et sur les entreprises cette chape de plomb qui celle de la dépense publique. Nos déficits publics, notre dette publique, on n'a plus les moyens, nous dit le gouverneur de la Banque de France, de faire des baisses d'impôts comme ça ou des hausses de dépenses non gagées par d'autres économies. Vous voyez, je pense qu'il y a deux éléments dans la dépense publique, dans cette chape de plomb. Il y a faire plus de croissance et dépenser moins. Mais il faut les deux. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher aussi de la croissance, eh ben, on aura comme variable d'ajustement uniquement la dépense. La dépense, on sait que de toute façon, la réduire, ça prend des années. Il ne faut pas s'attendre à un choc de compétitivité par la réduction de la dépense publique, parce que le rythme d'attrition de la dépense publique est très... Et puis, les Français votent pour ça aussi, aujourd'hui, après et puis, 2 années de quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas forcément le sujet des Français. En revanche, créer de la croissance... et à mon avis, là, beaucoup plus intéressant. Comment est-ce qu'elle fait Valérie Pécresse pour créer de la croissance? Pour créer de la croissance, de mon point de vue, et les Américains le font en ce moment, c'est relancer une politique d'infrastructure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir aligner les deux. Et les Français, ils disent massivement, on veut vivre dans les villes moyennes et dans les villages. On veut retrouver de la paix, de l'apaisement, de la proximité avec la nature. Et il se trouve que les Français ont de l'épargne, donc on peut leur dire, écoute, chiche, mets donc de l'épargne. Et c'est pour ça que moi je propose des livrets d'épargne régionaux, mets de l'épargne dans ta région. Et cette épargne, 80 à 100 milliards, utilisons-la dans le renforcement des infrastructures et des équipements publics. Et on sait que les infrastructures, c'est le FMI qui avait dit ça, c'est un levier de croissance considérable. Si on met 50 milliards en infrastructures, on va chercher 1,5 point, 2 points de croissance. Et donc je pense que là, il y a un alignement intéressant, remettre de la croissance, pas des infrastructures qui vont mieux irriguer les territoires. C'est dans son programme, ça? Il faut lui soumettre, il faut lui vendre le truc. C'est ce que je ferai, je la vois mercredi, vous voyez, pour parler justement de ces idées-là, dans son programme. J'y ai vu quelques marqueurs intéressants, comme on le disait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut ramener ça dans une vision, et qu'une partie de la vision qu'elle pourrait développer, c'est d'aligner la croissance dans les territoires, qui sont à la fois un levier pour le logement et pour la qualité de vie, et en même temps une manière de féconder, de fertiliser à nouveau notre économie territoriale, qui est celle qui génère nos avantages comparatifs. Ouais, après, sur l'idée d'équilibrer les comptes publics, ramener la dette à 100% du PIB, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle n'est pas à contre-temps dans cette campagne, en prenant la rigueur? On voit que tous les autres candidats ne regardent pas la dépense. Et là, on se dit... Voilà, est-ce qu'elle n'est pas contre-temps là-dessus, encore une fois? Parce que cet argument, encore une fois, sur les finances publiques, je trouve qu'il a totalement disparu du débat aujourd'hui. Et puis il est très dur après le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'on a tenu ce discours pendant des années, et puis on a montré qu'on avait besoin de 10, 15, 20, 100 milliards, on les trouvait. Donc c'est notamment très difficile. Parce que la BCE. Mais moi je crois qu'il faut continuer là-dessus. C'est-à-dire, encore une fois, moi je préconise que sur ces 3 000 milliards d'épargne sécurisée que placent les Français, on en distrait 100 milliards, vous voyez, pour réinvestir massivement dans les territoires. Et là, on alignera une perspective, un levier de croissance et une attente forte des Français et un besoin des entreprises. Et donc plutôt, vous voyez, que promettre du sang et des larmes, et vous le dites à juste titre, c'est un argument qui est éculé et qui est usé, promettons une perspective de croissance en rendant les Français solidaires de cet investissement par leur épargne. Et moi, je crois beaucoup à cette canalisation de l'épargne sur des livrets régionaux avec les mêmes avantages que le livret A classique. Probablement un petit upside sur une quote-part de ces investissements qui pourraient être pour renforcer les fonds propres de l'économie réelle, celle qui existe dans les territoires. Et je pense qu'amener 100 milliards dans l'économie réelle, dans les infrastructures, dans les équipements publics, quand il y a une telle dynamique de la part des Français en ce moment qui veulent vivre dans les villes moyennes et se redisperser, se redistribuer sur le territoire, fort des technologies qui leur permettent de le faire, serait un signal de développement considérable dans l'équation politique actuelle. Vous qui hésitez, si j'ai bien compris, entre choisir Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, comment vous comprenez l'argumentaire d'Éric Woerth, qui a rallié le président Macron? C'est un coup dur, on a tous compris évidemment pour Valérie Pécresse, mais voilà, elle dit Pécresse c'est Macron sans le talent et Zemmour sans la puissance. Il a dit j'ai essayé de changer mon parti de l'intérieur, je n'aime pas ce qui est devenu aujourd'hui, et je pense que ce sera un bon président, 50+. D'abord, d'un point de vue éthique et de loyauté, je trouve ça très discutable. Vous voyez, quand vous bénéficiez d'un poste par votre parti et quand vous trahissez le parti alors que voilà, cette présidence de la Commission des finances qu'il a, il l'a grâce à son parti politique. Et puis l'autre élément, c'est que
à rejoindre Macron alors que Macron n'a pas donné ces éléments politiques, ça me fait dire ou il a des infos que les autres n'ont pas et qu'il croit au projet de Macron alors que Macron n'a pas annoncé grand-chose, ou alors il fait un pari, et ce qui est à mon avis le cas plus personnel, et ce pari personnel est incompatible avec la confiance que lui a fait son parti politique, et je parle d'autant plus librement que je suis membre d'aucun parti politique, mais je vois que c'est ce qu'on appelle des familles, hein. J'ai toujours un peu de mal avec ce terme quand on parle des partis politiques, ces familles politiques n'ont rien d'une famille, elles se trahissent à tout va quand les intérêts des uns et des autres vont au-delà de leurs convictions. Vous êtes un ancien UDI, vous avez créé votre propre parti. Alors moi, j'avais créé Territoire en Mouvement. Voilà, j'avais fait partie du groupe UDI à l'Assemblée nationale, mais j'étais après, quand c'est devenu un parti, je suis resté indépendant. Et j'ai créé un parti qui est plus un think tank, mais qui est construit comme un parti politique, qui s'appelle Territoire en Mouvement, qui travaille depuis 10 ans sur cette idée que la perspective nouvelle, peut-être la nouvelle France, elle viendra des territoires. Pour des raisons de confiance, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques également. Et qu'il y aura cette réitération d'une perspective politique par le bas et non pas par le haut. Ouais. Mais encore une fois, tu es think tank ou parti, en tout cas de centre droit, quand vous voyez Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, lui soutient clairement Valérie Pécresse. Il y a tout un jeu d'intrigue où chacun recherche ses intérêts. Les partis cherchent à survivre, alors que à peine 5% des Français ne font confiance aux partis politiques. Et donc tout ce mercato de soutien, il est davantage guidé par des perspectives personnelles ou de survie des partis politiques que par un véritable projet. Moi, je ne vois pas dans ces ralliements, vous voyez, d'éléments forts en disant on se rallie parce que là, il y a vraiment une ligne politique extrêmement claire, extrêmement forte qui fait qu'on converge et qu'on va la porter ensemble. Je vois dans les ralliements des choses beaucoup plus futiles qui sont, encore une fois, la sauvegarde d'intérêts politiques que les Français considèrent totalement surannés aujourd'hui. Donc vous attendez que le président éventuellement se déclare, en tout cas officiellement, on a à peu près compris, et pour attendre ses propositions et vous décider encore une fois... Écoutez, j'ai revu les deux sur la base d'une contribution qu'on a travaillée pendant plusieurs mois sur cette idée des territoires clés de voûte d'une perspective politique, économique, sociale, écologique. Donc c'est sur cet élément-là que j'ai discuté avec des proches du président de la République, que je discuterai avec Valérie Pécresse après-demain. Et voilà, j'entends construire un projet politique par rapport à des points de convergence, pas par rapport à des intérêts personnels. Et sur le bilan du quinquennat du président de la République, sur les angles morts, les faiblesses, ça sera quoi là? Le fait qu'il n'y ait pas eu de réforme des retraites, le fait qu'il n'y ait pas eu de réforme de l'État? Toi, je pense d'abord, il y a eu ces prismes déformants qui ont été ces grandes crises qui sont régulièrement mises en avant comme étant d'éléments qui ont... Et encore une fois, hein, je pense que c'est cette politique par le bas qui n'a pas marché, qui n'a pas été réussie. Emmanuel Macron avait promis au départ des grandes conférences des territoires. C'est le moment où on remettait un peu à plat la complexité de notre organisation territoriale, cette idée de réirriguer, refertiliser ce que toute la France compte d'atouts sur le plan culturel, sur le plan industriel, sur le plan économique. Et tous ces éléments arrivent en fin de campagne. Et les éléments sur la réindustrialisation, on les a depuis quelques mois dans le débat, alors que la désindustrialisation de la France aurait pu être une priorité dès le premier mois du quinquennat, compte tenu de l'impact que ça a sur notre développement international, nos exportations et l'emploi dans la diversité du territoire. Donc je pense que sur la réforme des retraites, oui, il l'a annoncé, il a fait passer Delevoye, puis après il a remis en cause le rapport Delevoye, puis il a réintroduit un débat avec un retour d'un certain nombre d'acteurs et de niches qui venaient se réinviter dans le débat alors qu'il était question de les supprimer. Voilà, les grandes réformes n'ont pas imprimé, elles n'ont pas fonctionné. Alors peut-être il les mettra en œuvre dans le deuxième mandat, c'est ce que je pense qu'il annoncera, mais toujours est-il qu'on ne retient pas de ce mandat d'éléments saillants en termes de grandes réformes structurantes de l'action politique en France, quoi. Donc je vous sens très hésitant finalement entre les deux, là, pour le coup. Oui, si vous voulez, je pense que tout ça est paramétrique. Moi, c'est ce que je regrette, c'est que on parle de chiffres, on parle d'indices, on parle de fonctionnaires en plus ou en moins, on fait de la politique paramétrique. Mais la politique, ce n'est pas paramétrique. Laissons les paramètres à la main d'un chef de gouvernement, pas d'un chef d'État. Le chef d'État, il doit inspirer une vision. Si vous recevez un chef d'entreprise qui veut dire le développement de mon entreprise, c'est acheter plus de photocopieurs, changer les ordinateurs, mettre plus de voitures de livraison, changer et faire évoluer la surface du siège social, bon, vous allez dire très bien, mais ça, c'est les contingences du secrétaire général. Quelle est votre vision de votre entreprise pour qu'elle soit
leader mondial. Ben, c'est un petit peu le problème qu'on a dans le débat politique en France. On parle de paramètres. Alors on a des paramètres sur le chômage, on a des paramètres sur la croissance, on a des paramètres sur... Mais la question essentielle... La vision de la nouvelle France de Valérie Pécresse. Quelle est la vision de cette nouvelle France? Vous l'avez vu hier, cette vision-là? Elle était un peu noyée dans une série de propositions. Et je pense que c'est le défaut de tous aujourd'hui. Alors les partis extrémistes n'ont pas de problème puisque leurs visions sont radicales, simplistes et finalement ils la font exister par quelques formules choc. C'est beaucoup plus compliqué, je le comprends aussi, pour des choses plus raisonnable, plus dans une recherche aussi de compromis pour faire adhérer. Mais pour autant, vous voyez, moi, si on me demandait, je dirais il faut repartir des territoires. Les territoires sont à la fois la clé de voûte de la confiance, la clé de voûte de l'économie de demain, la clé de voûte du contrat social de demain et la clé de voûte d'un nouveau dessin écologique. Voilà, c'est un projet de société. Et si on leur enlève les impôts de production, ce que souhaite la droite, ils ont encore moins de ressources financières après la taxe d'habitation. Les territoires aujourd'hui sont privés de recettes fiscales. Oui. Plus de taxes d'habitation, on se partage les bouts de taxes foncières entre les départements et nous. Il n'y a plus de dotation de l'État aux communes, ou quasiment plus. Donc ce qu'a fait le président ne va pas dans le sens de ce que vous défendez. Hein. Non, mais voilà. Alors après, est-ce qu'il en est conscient? Il y a un rapport récemment de France Stratégie sur cette reprise des villes moyennes comme élément structurant du territoire. Tous les programmes qu'il a lancés, le programme sur les villes moyennes, le programme sur les petites villes, le programme sur la réindustrialisation, sur la carte des hôpitaux sont des programmes intéressants en soi, mais ils ne sont pas convergents, ils sont dispersés. Et donc là aussi, on a des éléments qui sont petites villes de demain, les centres-villes des villes moyennes, et tout ça n'est pas construit dans une vision et dans un discours. Et je pense qu'il y a le même défaut de gens qui sont formés dans les mêmes écoles, c'est-à-dire qu'ils sont là pour gérer, ils ont une vision assez technocratique, mais ils n'ont pas une vision politique. Ça se trouve, vous ne choisirez personne. Si, parce que je pense qu'il faut assumer. Oui, j'ai jamais voté blanc, je me suis quasiment jamais abstenu quand j'étais parlementaire. Je pense qu'on doit prendre position. Bah, c'est pas forcément ou alors par la position dont on a rêvé, mais en tous les cas, on doit assumer une position, parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui gérera le pays, et il faut rentrer dans la campagne et rentrer dans le débat. Votre décision, vous la prendrez quand ? Probablement d'ici la fin de la semaine, puisque j'ai vu les équipes du président il y a déjà quelques jours. Je vois Valérie Pécresse cette semaine et je pense que je réunirai ce que j'appelle le comité d'orientation de Territoire en Mouvement, avec des élus de toute la France, dont certains d'ailleurs sont des élus LR. Vous penchez d'un côté ou pas pour l'instant ? Non, je reste dans ce dialogue, dans des itérations. On posera les réponses qui nous ont été faites, les aspirations qu'on a senties, et puis on prendra une position le plus vite possible. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Jean-Christophe Fromentin, donc le maire de Neuilly, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci.